Bonjour à tous. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter des résultats de recherche qui sont collaboratifs entre disciplines, puisque ça implique à la fois des biogéochimistes, des écologues et des modélisateurs. Donc ce travail, comme vous voyez, il a été fait avec un certain nombre de personnes, mais on est ici à l'aboutissement, disons, d'une étape vis-à-vis de cette modélisation. Et ça ne reflète pas évidemment tout le travail qui a pu être fait auparavant et le nombre de personnes qui ont participé, puisque là j'ai mis les auteurs de ceux qui ont le plus récemment contribué à ce travail. Je remercie Éric Dufresne d'avoir fait sa présentation ce matin parce que ça a permis d'éclairer un peu sur ce qu'était un modèle et sur ses limites. Et j'ai intitulé la communication « Simuler les effets combinés de la pollution atmosphérique et du changement climatique », parce que simuler, ça veut dire faire semblant en fait. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec la modélisation. Alors, ce schéma que vous voyez là, qui a été fait par Rockstrom dans une grosse revue, comme dirait Eric d'ailleurs, en 2009, nous montrait déjà les limites pour notre planète, en fait, des grands enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Et donc, en vert, vous avez en gros les limites tolérables. Et tout ce qui est en rouge, c'est que ça commence à être problématique. Et vous voyez qu'il y a trois grands enjeux qui étaient déjà identifiés comme problématiques. C'est donc la crise climatique, dont on a beaucoup parlé, la perte de biodiversité et le cycle de l'azote. Donc ça, je ne vais pas y revenir en détail puisque ça a été largement commenté, mais vous savez tous donc qu'on était ces dernières décades dans un cycle d'émissions très actives de SO2 et de NOx, et dû à notre activité anthropique. Et aussi qu'on est donc dans ce changement avéré de température, en tout cas comme le montre cet écart aux températures moyennes annuelles présenté par Météo France, et qu'on voit que ces dernières années, on est vraiment dans des anomalies positives systématiques de température. Donc ces dépôts, ces émissions de SO2 et NOx, Aude l'a bien montré, se traduisent par des dépôts, et des dépôts sur nos écosystèmes parfois bien éloignés des sources d'émissions, et participent donc à l'eutrophisation et à l'acidification de ces écosystèmes. Et ce qui est important de constater aujourd'hui, c'est OK, on a baissé les émissions de SO2 largement et aussi de NOx, mais un peu moins. Par contre, au niveau des dépôts, comme l'a dit Aude, on voit que les baisses ne sont pas forcément toujours significatives en fonction de l'espèce auquel on s'adresse, l'espèce azotée auquel on s'adresse. Et surtout, elle l'a moins montré, mais c'est aussi dans ses travaux et dans les travaux de René Coffort, on montre que c'est disparate en fonction des stations auxquelles on s'adresse. Donc on est toujours dans un système, on va dire, azoté fort pour nos écosystèmes. Alors ces dépôts azotés, ils ont un effet avéré sur la diversité végétale. Donc ces travaux de Steven en 2006, dans une grosse revue encore, montrent que la richesse spécifique qui a été relevée sur des prairies naturelles de la façade ouest européenne diminue fortement avec les dépôts atmosphériques d'azote, comme vous voyez là. Et en gros, ça équivaut à peu près à une espèce perdue tous les 4 mètres carrés, et pour 2,5 kg d'azote déposé chaque fois en plus. En moyenne, ça représente 23% de perte de diversité pour un dépôt moyen de 17 kg d'azote par hectare et par an. Alors, plus près de nous, on va dire, sur notre territoire, des relevés de l'IFN avaient été réalisés dans le département du Haut-Rhin dans les années 90, et ils ont refait des prélèvements à la fin des années 90, et au cours de 10 ans, ils ont pu montrer que l'espèce Galeopsis tetraïde, qui aime bien l'azote, avait augmenté de 13% en termes de présence. Donc ce constat a pu être relié avec des travaux effectués par Jean-Luc Dupoué et ses collaborateurs
puisqu'ils ont fait des relevés sur des sols de la même région, où ils ont montré qu'il y avait une évolution du rapport C sur N entre les années 70 et les années 90, où on voit qu'on a une baisse du rapport C sur N. On pourra toujours en discuter, puisqu'il y a des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, pour réduire ou tenter de réduire ces émissions et ces dépôts azotés, la communauté européenne s'est mobilisée, c'était dans les années, début des années 90, suite au dépérissement des forêts et à tous les travaux qui ont eu lieu à ce sujet-là. Et parce que, en fait, pour réduire ces émissions, l'enjeu n'était pas de faire des réductions systématiques un peu idiotes, on va dire, mais d'essayer de les faire en fonction de la sensibilité des écosystèmes. Et donc, comme le montre cette photo dans le monde des géants qui est en République tchèque, on voit que 20 ans après le pic des émissions, les sols sont toujours acidifiés et on a toujours ce paysage de désolation, de dépérissement des forêts et de manque de régénération. Donc du coup, l'outil qui a été choisi pour tenter de réduire de façon raisonnée ces émissions, c'est essayer d'évaluer la sensibilité du milieu et donc de calculer un dépôt atmosphérique maximum que peuvent tolérer ces écosystèmes en fonction de cette sensibilité. Alors au départ, avec l'expérience qu'on avait sur les problèmes d'acidification et de charge critique d'acidité relative au soufre, au sulfate, on est parti pour l'azote en se disant on va utiliser la même démarche collectivement au niveau de l'Europe, et on a utilisé un modèle qu'on appelle à l'état stationnaire, basé sur des flux, donc des bilans de masse. Et c'est ce qu'on a fait sur la carte que vous avez à gauche, avec la petite équation qui permet d'évaluer les flux immobilisés, prélevés par la végétation, dénitrifiés et l'azote lessivé, dit acceptable, et sur cette base qu'on avait calculée. Donc vous avez cette carte qui est relativement sensible, on va dire, pour à peu près tous les écosystèmes forestiers. Et puis on a dit qu'il faut quand même confronter cette démarche avec l'expertise des forestiers qui connaissent bien leurs forêts, et donc on a essayé de faire une carte, on va dire, empirique, qu'on appelle de modélisation empirique, où pour chacun des types d'écosystèmes a été produit une valeur de charge critique, parce que, sur les forêts de chêne, on estime qu'au-delà de 17 kg d'azote par hectare et par an de dépôt, ça peut poser des soucis sur l'écosystème. Et donc, comme on voit entre les deux cartes, d'un côté, vous avez une carte qui est jaune-orangé, de l'autre côté verte, et on voit qu'on a un souci dans l'évaluation de cette charge critique. Et quand on quantifie tout ça, on voit que sur 50% des écosystèmes forestiers, on avait une différence entre les deux cartes de plus de 400 équivalents par hectare et par an de dépôt, donc de charge critique. Donc on s'est dit, il y a un souci, ça veut dire que les méthodes utilisées, elles ne sont pas très fiables, les modèles utilisés ne sont pas très fiables. Du coup, on s'est penché vers une troisième approche de modélisation, qui est une modélisation beaucoup plus mécaniste. Et donc, on est parti sur l'hypothèse que les dépôts d'azote modifiaient la biogéochimie du sol et, en cascade, allaient contribuer à une réponse de la végétation des sous-bois. C'est ce que vous avez sur le petit schéma. Donc, pour cela, on avait des modèles biogéochimiques, on en a parlé ce matin, comme le modèle mécaniste ForSafe, développé par les Suédois. Et l'idée, c'était de développer un modèle dit écologique, entre guillemets, basé plus sur des caractéristiques de la végétation, et de coupler les deux. Et ça n'existait pas à l'époque. Donc, pour tenter de répondre à la question, quel est l'effet de l'impact combiné des dépôts azotés et du climat sur la flore à long terme et à court terme? Alors, donc, on se basait sur les sites René-Coffort, bien sûr, pour développer des modèles ou appliquer des modèles aussi complexes, et ensuite pour tenter de faire une spatialisation à l'ensemble des écosystèmes forestiers. Donc, ces modèles, comme l'ont expliqué plusieurs ce matin, ces modèles mécanistes sont des modèles qui sont des gloutons de données, en fait. Pour qu'ils fonctionnent bien, il faut vraiment beaucoup de données. Donc le modèle biogéochimique ForSafe en est un. Il a besoin, je n'ai pas détaillé, mais beaucoup de données climatiques, des données de dépôt hors couvert et sous couvert, en quantité et en qualité, des données de sol, alors dans le solide, évidemment, et dans les solutions de sol,
mais aussi des données de gestion forestière, de croissance, etc. Et à côté de ça, donc le modèle écologique qui a été développé, voilà, il nécessite évidemment des relevés floristiques sur ces stations, et puis il a été fourni, on va dire, d'un certain nombre de paramètres et de traits, on va dire, de ces végétations. Est-ce qu'elles ont un amour immodéré pour l'azote, ou pour la lumière, ou pour la température, pour l'ombrage, etc., ou pour l'eau. Alors, les premiers, donc ça a été un gros travail, ça paraît pas, mais ça a été un gros travail de créer tout ça, en fait. C'était une première base et une première, comment dire, démarche très forte, en fait. Et ensuite, on a pu faire des essais, déjà, d'application donc, à certains sites du réseau. Comme par exemple, ici, je vous montre ce qui se passe dans la solution de sol de la placette CHS41, où on a simulé la composition des cations basiques dans la solution de sol, en noir, et puis qu'on a confronté aux données que vous mesurez dans ces solutions de sol. Pardon. Et donc on voit qu'on a une assez bonne adéquation avec ce que donne le modèle, même s'il y a des variations évidemment qui sont beaucoup plus erratiques sur certains côtés. Et de la même façon, on a utilisé d'autres indicateurs, comme la biomasse, en fait, que vous mesurez aussi, et que le modèle est aussi capable de simuler. Donc ça, c'était une des premières étapes importantes pour pouvoir utiliser ces modèles. Et ensuite, le gros enjeu était finalement, est-ce qu'on va voir une réaction de la flore? En fait, une fois qu'on a construit notre base de données et notre modèle VEG, est-ce qu'on va pouvoir détecter des choses? Donc on a fait un premier test, en fait, où on a regroupé la végétation en groupes assez frustres, on va dire, mais en herbacées, graminées, mousses, fougères, par exemple. Et on a regardé l'évolution de la couverture végétale dans ces stations en fonction du dépôt. Le dépôt, c'est ce que vous voyez en pointillé bleu, qui est le dépôt simulé depuis 1900, par exemple. Et en petit point bleu, c'est les données qui sont mesurées sur le réseau dans cette placette. Donc, on a confronté ces données et on a vu que ça donnait des résultats assez probants, en fait, de réaction de la flore. Et on voit qu'on a des évolutions qui sont finalement ambivalentes de réponse de ces végétations, où on voit par exemple les graminées qui diminuent fortement quand le dépôt augmente, et au contraire, les mousses qui prolifèrent avec les dépôts azotés. Alors, une fois qu'on avait fait cette forte étape importante, on s'est penché de façon un peu plus précise sur certains sites et on a voulu jouer. On s'est dit, est-ce qu'on est capable d'appliquer des scénarios de dépôt d'azote sur ces placettes avec ces modèles. Donc ici, par exemple, vous avez le dépôt simulé sur la placette CHS41, encore une fois, et vous voyez trois types de courbes. Donc la courbe grise, qui est toute plate, c'est ce qu'on appelle le background, ça veut dire que c'est si les dépôts étaient comme en 1800, c'est-à-dire on n'aurait pas eu d'effet anthropique sur ces dépôts. CLE, en orange, c'est les dépôts simulés tels que le demande la législation actuelle. Et MFR, c'est ce qu'on appelle la réduction maximale possible, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire encore plus les dépôts par rapport à aujourd'hui, dans la mesure de notre technicité. Et par ailleurs, vous avez donc les scénarios alors de changement climatique. On parlera ici, je parle de changement climatique, mais enfin, c'est juste la température qui est considérée. On n'a pas considéré les changements de précipitation. Donc, vous avez le scénario No Climate Change en gris. Donc, ça reste constant comme c'était en l'an 2000. Et le scénario A2 qui préconise une augmentation de 3 degrés, plus de 3 degrés, jusqu'à 2100. Alors, on a du coup testé donc, la réponse de la végétation à ces changements. Et je vais zoomer sur ce graphe-là que vous voyez apparaître, mais juste je vous le laisse là 2 minutes parce que j'ai les dépôts en face et on voit que la similarité, en fait, il faut que j'explique un peu, c'est-à-dire la similarité de la composition en espèces, c'est un indicateur en fait. Donc si il n'y a pas d'effet, ben, ça veut dire que les espèces restent les mêmes en fait dans la station.
d'accord? Et si il y a un changement, ça veut dire qu'on va avoir une perte, par exemple, de similarité. Donc du coup, on voit qu'on a un effet assez conjoncturel avec les dépôts azotés qui se remarque. Donc pour être plus précis, vous avez donc le scénario où on a testé l'azote seul. Ce sont les deux courbes que vous avez en gris ici, enfin un gris bleu, et puis l'autre qui est ici. Voilà. Donc celle qui montre ici un effet important, puis une restauration, c'est... Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. C'est quand on utilise la situation la plus favorable, c'est-à-dire qu'on est dans la situation MFR, donc où on a réduit le maximum qu'on peut. Voilà. On voit qu'il y a un effet très marqué de l'azote sur cette perte, on va dire, de biodiversité, pour simplifier, et que dans l'autre cas, elle se poursuit en fait. Elle se poursuit. Bon, après, j'expliquerai ce qui se passe ici, mais elle se poursuit. Hein, il n'y a pas de restauration jusqu'à 2050 dans l'autre situation. Donc il y a un effet assez fort de l'azote sur la perte de biodiversité quand on le considère seul. Quand on couple cette situation des deux scénarios azotés, alors maintenant le CLE il est en orange et la situation la plus favorable elle est en vert, et quand on les couple au scénario A2 de changement climatique avec un changement fort donc de température, on s'aperçoit qu'on a à peu près la même tendance qu'avec l'azote seul, sauf qu'on diminue ici beaucoup plus, et qu'il y a assez peu de différence après entre les deux scénarios azotés, sauf dans cette partie-là. Voilà. Donc on voit que, en gros, la réduction d'azote a un effet bénéfique sur la flore, mais que l'impact du climat est aussi très important. Alors, ça concernait CHS 41. On a évidemment voulu aller voir ce qui se passait sur d'autres situations, d'autres conditions, et on a utilisé les placettes, en plus de la placette CHS 41, on a utilisé la placette EPC 87, donc sous épicéa, et la placette SP 57, et on a sous sapin, donc. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cette simulation? Donc c'est exactement les mêmes simulations que vous avez vues tout à l'heure. Hein. Voilà, sauf qu'il n'y a pas les couleurs. Mais en gros, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on s'adresse évidemment aux résineux ici, on voit que dans les situations de combinaison, en tout cas avec le changement climatique, on a des pertes de diversité qui sont beaucoup plus importantes. La deuxième remarque qu'on peut faire ici, c'est qu'on voit que les effets du climat, en fait, quand on rajoute l'effet du climat, évidemment, c'est sans commune mesure avec les pertes de diversité par rapport aux effets de l'azote pris tout seul. Et en fait, ce qu'on postule, c'est que, paradoxalement, la placette CHS 41, elle reçoit moins de dépôts d'azote que ces placettes-là. Donc, et pourtant, l'effet est plus important. Donc, on a postulé une hypothèse que la végétation qui est déjà présente ici, puisque c'est cette végétation qu'on a utilisée pour la faire évoluer, en fait, elle est déjà quelque part adaptée à des conditions beaucoup plus riches en azote. Donc, moins de sensibilité par rapport à ces dépôts. Et ensuite, les dépôts ici qu'on voit très fortement, les plantes qu'on voit très fortement diminuer ici, par exemple, sont dépendants du type d'espèces, évidemment, qu'on va retrouver dans ces peuplements, avec ici, par exemple, une forte présence des mousses dans la végétation. Donc les dépôts, en fait, le climat empêche quand même une restauration certaine par rapport aux dépôts azotés pris tout seul. Ensuite, vous avez vu qu'il y a quand même des espèces de sursauts là. Et en fait, ces sursauts qu'on voit là, ce sont les effets des coupes. Parce que dans le modèle, on a simulé comme s'il y avait des coupes à un certain temps où on s'est dit que ça pouvait être plausible par rapport à la gestion forestière que vous faites d'habitude. Par exemple, 180 ans pour la placette de hêtre, 70 ans pour le sapin. Donc, avec des éclaircies aussi, qui montrent ici que ça yoyote un peu. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une régénération, évidemment, une restauration, on va dire, des espèces suite à ces coupes,
mais qu'en fait, elle est de courte durée, puisqu'après, avec l'effet de l'augmentation de température, on repart dans les travers. Alors, ça, ce sont donc des premiers résultats qu'on a fait sur les sites. Pour essayer d'extrapoler ça à une échelle beaucoup plus grande, on est en train de travailler, et c'est la thèse de Simon Resetto qui sera soutenue le 24 octobre, avec Jean-Claude Jégou de l'ENGREF, sur la base de données écoplantes, pour travailler sur des modèles de distribution de plantes à une échelle beaucoup plus importante. Comme le temps est dépassé, je vais être rapide. J'ai essayé. Donc le Renécophore, qu'est-ce qui m'a apporté en fait aussi à moi? J'ai dit que c'était une richesse incroyable. Comme vous l'avez vu, sans ces données, on ne peut pas valider, calibrer en fait, des modèles complexes comme les modèles qu'on utilise dans des situations variées, on l'a déjà dit souvent. C'est aussi une amélioration des modèles par rétroaction du coup. Faire ces exercices, même si des fois ça ne nous donne pas des résultats ou ça nous donne des résultats controversés, ça nous permet de revenir, à se dire peut-être ce processus on ne l'a pas pris en compte ou ça ne colle pas avec les données de terrain. Alors, Renécophore, c'est un lien essentiel donc, entre les réseaux européens, ce qu'on appelle les ICP-MM et ICP-Forest, donc les PIC. Dans le cadre de la Convention de Genève, il faut le dire, je crois qu'on est le seul pays à avoir des liens aussi forts entre ces deux ICP. Donc, grâce à la collaboration de Renécophore, notamment, enfin, c'est quelque chose qui est à noter. Donc, évidemment, il faut renforcer les liens avec l'hygiène, ça a été mentionné, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Natura 2000 aussi et le réseau MERA et Ecoplante, je pense que c'est essentiel parce que c'est de la complémentarité entre tout ça. Et moi, j'y vais franco, je dis il faut continuer les suivis sur un siècle. Il ne faut pas faire ça sur 20 ans ou 30 ans, ça n'a pas de sens en fait. D'accord? Si on veut voir quelque chose, comment voulez-vous qu'on calibre, on valide nos modèles? Ce n'est pas possible. Donc il faut organiser des connaissances, parce que par exemple les périodes de végétation qu'on a utilisées, elles sont trop courtes en fait, pour vraiment faire de la bonne validation. On peut avoir des tendances divergentes entre le sol et la bioindication. Bon, les effets sur le carbone, on l'a vu tout à l'heure par rapport au C/N, on pourra en discuter. Ça permet de valider, mais d'invalider aussi les prédictions. Donc, au niveau des décideurs, certes, c'est quand même important, puisque ça nous montre qu'il y a des effets importants et synergiques entre l'azote et le climat, parce qu'ils peuvent agir, par exemple, tous les deux sur la désaturation du sol, ils peuvent agir sur la minéralisation de la matière organique, on l'a vu tout à l'heure. Et l'effet des coupes est aussi important à prendre en compte, en fait, la gestion forestière, globalement, dans cette modélisation. Voilà, donc je voudrais remercier, en fait, tout le monde pour ces 25 ans de collaboration, parce que j'étais là depuis le début du réseau. Je suis un peu un dinosaure aussi. Donc, voilà. Et donc, merci aux responsables de Renécophore qui ont permis et facilité la mise à disposition des données et les discussions de leur connaissance aussi du terrain, qui nous est importante aussi. Et aussi aux acteurs, que vous êtes tous, qui pour moi sont des pierres essentielles à l'édifice, par la collecte d'échantillons, la gestion, l'enrichissement, la gestion des bases de données. Enfin voilà, parce que sans données, pas de connaissances, pas de modélisation possible. Donc longue vie aux observations environnementales intégrées. Voilà, merci.